Et ce que nous allons vous révéler est tout simplement effarant. Depuis une quinzaine d'années maintenant, certains laboratoires pharmaceutiques inventent, créent de toutes pièces des maladies, uniquement dans le but de nous vendre toujours plus de médicaments. One in 5 people has high cholesterol. Millions need treatment. L'industrie pharmaceutique a réussi à nous convaincre que le taux de cholestérol des gens de 25 ans doit être la norme pour tous. Mais en prenant ce taux pour référence, on constate que 95% des Français et des Allemands, par exemple, sont techniquement malades. Ils peuvent dire à des masses de gens qu'ils doivent prendre des statines pour abaisser leur taux de cholestérol et ainsi réduire leur risque de crise cardiaque ou d'infarctus. Alors qu'on sait que si on n'a pas d'autres facteurs de risque, si on n'a pas déjà eu un infarctus, si on n'est pas en surpoids, si on ne fume pas, prendre ce type de médicament augmente au contraire votre risque de mourir. La dernière révision des normes anti-cholestérol américaines a eu lieu en 2001. Or, 9 des 14 experts qui ont fixé ces nouvelles recommandations avaient des liens financiers avec l'industrie pharmaceutique. C'est très important car ces nouvelles directives ont quasiment triplé le nombre d'Américains devant prendre des statines. On est passé de 13 millions à 36 millions. Et la plupart des 23 millions de personnes à qui l'on recommandait du jour au lendemain de prendre des statines n'avaient pas de maladie cardiaque. Bob Dole. Courage, something shared by countless Americans. Those who risk their lives. Those who battle serious illness. When I was diagnosed with prostate cancer, I was primarily concerned with ridding myself of the cancer. But secondly, I was concerned about possible post-operative side effects like erectile dysfunction, ED, often called impotence. You know, it's a little embarrassing to talk about ED, but it's so important to millions of men and their partners. C'était la personne idéale. Sénateur, venant du Sud, ancien combattant, très respecté, parfait pour parler de la dysfonction érectile. Si Bob Dole a le courage d'en parler, moi aussi je peux. Avec un médicament comme le Viagra, l'industrie a réussi à nous convaincre que la moindre variation de rigidité de la verge, si elle n'est pas de 100% en toutes circonstances, constitue une dysfonction, une maladie qui requiert un traitement. Ne cherchez plus d'excuses. La majorité des patients souffrant de problèmes d'érection peut être traitée, vous aussi. Mais surtout, la pub disait « Prenez Cialis tous les jours pour être prêt ». Jouant sur ce stéréotype très masculin, il faut toujours être prêt, on ne sait jamais, vous feriez mieux alors d'avoir pris votre Cialis. La dépression est une maladie. Personne n'est à l'abri. A good example of the marketing of a diagnosis would be the Un depression bon exemple de diagnosis. marketing d'une maladie, Major depression. c'est celui de la dépression. In the 1960s and 70s, anxiety was the big diagnosis. Dans les années Everybody had some 60-70, kind of anxiety l'anxiété disorder. était un And diagnostic the très drug répandu. class for treating anxiety disorders was ready to hand. La famille de médicaments pour traiter ces troubles étaient les benzodiazépines. Le marketing des benzodiazépines allait de pair avec le marketing de l'anxiété. Les généralistes étaient encouragés à diagnostiquer des troubles de l'anxiété quand ils voyaient des patients au bord des larmes, fatigués, mais aussi nerveux et anxieux. On leur disait, vous avez un trouble de l'anxiété, on va vous prescrire du Valium. Mais dans les années 80, on a réalisé que cette classe de médicaments rendait les patients accros. Médecins et malades sont partis en courant. Oh mon Dieu, on ne va pas donner des médicaments qui rendent les gens dépendants.
Et la voie était alors libre pour que la dépression entre en piste. You know when you feel the weight of sadness. You may feel exhausted, hopeless, and anxious. Whatever you do, you feel lonely and don't enjoy the things you once loved. Things just don't feel like they used to. These are some symptoms of depression. Ça a permis à l'industrie pharmaceutique de convaincre les patients qu'en fait, ils n'étaient pas anxieux. Que derrière ce qu'ils pensaient être leur anxiété, il y avait une maladie. Ils étaient déprimés. Et d'expliquer que cette maladie était causée par un déséquilibre de la sérotonine, mais que les médicaments étaient comme des vitamines, et qu'ils allaient remonter le niveau de sérotonine. Depression is emotional. Sadness, loss of interest, and it's physical too. Aches, pains, fatigue. 5 symptômes sur 9, c'est assez arbitraire. Peut-être que des gens qui ont moins de 5 symptômes peuvent avoir tout de même une dépression. Dans les questionnaires chez les médecins, il est d'ailleurs dit que si vous avez moins de 5 symptômes, vous pouvez tout de même être considéré comme ayant une dépression mineure. Vous voyez comment, à partir de cette liste de symptômes, on vous embarque dans une direction où pratiquement tout épisode de tristesse dû à un événement difficile devient une maladie traitée quasiment automatiquement avec un médicament. Il existe une maladie qui touche aujourd'hui plus de 3 millions de personnes en France. Une maladie qui peut vous empêcher de parler, de rire, de manger, de travailler, de dormir ou de vous lever le matin. À la fin des années 90, la famille d'antidépresseurs appelée inhibiteurs sélectifs de recapture de la sérotonine est arrivée en bout de brevet. L'industrie pharmaceutique avait donc un problème. C'est que l'industrie pharmaceutique n'avait pas de médicaments plus efficaces. La stratégie a donc été de reproduire ce qu'elle avait fait 20 ans auparavant, quand elle avait transformé les patients anxieux en patients déprimés. Cette fois, elle a convaincu les patients déprimés qu'ils étaient en fait bipolaires. Du point de vue de l'industrie pharmaceutique, changer l'appellation maniaco-dépression en trouble bipolaire signifie qu'elle peut cibler les variations d'humeur normales que nous avons tous. Bipolar disorder is the same thing as manic depression. Knowing the name helps you understand what's happening to you, but it doesn't make it any easier to deal with. You're so high, so low. Bipolar 1 disorder, as it was termed, Le trouble bipolaire 1, comme on l'appelle maintenant, correspond à la maniaco-dépression classique. Mais l'industrie a réussi à mettre en avant des recherches qui suggèrent qu'il existe aussi un trouble bipolaire 2, bipolaire 3, bipolaire 4 et un spectre bipolaire. Ces différents termes recouvrent une définition de plus en plus allégée de la maladie, au point d'inclure les variations d'humeur que l'on peut avoir au cours d'une journée. Il y a une énorme pression aujourd'hui compte tenu de la définition de ces maladies et de la facilité à distribuer des médicaments pour les traiter. Ce que nous avons vu au Japon, c'est ce qu'on appelle un méga projet marketing. That terminology meant
Cette terminologie signifiait plusieurs choses. D'abord, attraper un rhume, c'est assez courant. Ensuite, les Japonais sont de grands consommateurs d'antibiotiques. Et donc, un rhume, cela signifiait que c'était guérissable par un médicament. Et bien sûr, l'âme, c'est très poétique. Cela résonne bien avec la culture japonaise. Tout cela a vraiment changé la perception des Japonais et créé ce concept de dépression mineure que le généraliste pouvait désormais traiter. Un élément important a été lorsque la cour impériale a reconnu que la princesse souffrait aussi de dépression et qu'elle était soignée pour cela. On ne pouvait rêver d'une meilleure notoriété pour la cause. À part l'empereur lui-même, évidemment. C'était fabuleux. N'oubliez pas ce que c'est le marketing à l'échelon des médecins qui prescrivent. N'oubliez jamais ça, c'est 10 visites par semaine, c'est 1 heure, quelquefois 2 heures par semaine avec des gens qui viennent vous ressasser les mêmes choses. C'est les journaux qu'on appelle médicaux, qui sont la propriété de l'industrie pharmaceutique, qui répètent les mêmes choses. C'est les leaders d'opinion, comme on dit, qui sont des grands, on dit toujours grands, professeurs de médecine qui prennent le porte-voix et qui circulent d'amphithéâtre en amphithéâtre pour vanter les succès spectaculaires et remarquables de tel ou tel truc, moyennant finance, bien entendu. Difficile de résister. Sur ce document, on voit les acteurs clés du marché des médicaments antipsychotiques aux États-Unis. Autour des patients, il y a les amis, les collègues, la religion, les groupes de patients. De même, autour des commissions de contrôle, il y a les législateurs, les médias, etc. Tous ces acteurs clés sont étudiés pour qu'ils participent au succès du médicament. Le secret du succès réside dans la science. Comment produire les éléments scientifiques qui vont convaincre tous ces gens que c'est le meilleur, le seul traitement pour telle ou telle maladie. On a tendance à penser que les études scientifiques sont objectives et ne sont pas biaisées. Mais la nature du système fait que les firmes pharmaceutiques conçoivent elles-mêmes les essais cliniques pour aider à la vente de leurs médicaments. Et les firmes ont la main mise sur les données cliniques exactement comme Coca-Cola possède la recette du Coca. Là où l'industrie pharmaceutique est particulièrement efficace, c'est dans le contrôle, dans sa capacité à coopter des médecins qui n'ont aucun lien avec elle, des médecins qui n'ont jamais touché un centime de sa part, qui pensent même être assez hostiles à l'industrie pharmaceutique et qui proclament « Nous nous déterminons sur des bases scientifiques ». Le problème majeur, c'est que par rapport aux années 60, aujourd'hui, l'industrie a le contrôle de cette preuve scientifique. L'industrie dirige les essais cliniques, tous les essais. Mais nos professeurs n'avaient aucun lien avec l'industrie pharmaceutique. C'était du jamais vu. C'était insensé. Aujourd'hui, on voit bien que les articles sont truffés d'erreurs. Et si on pouvait mettre des lunettes de vérité, on verrait les grands professeurs marcher dans les couloirs des hôpitaux, habillés comme des pilotes de Formule 1. Sur leur blouse blanche, il n'y aurait pas écrit Pennzoil et Mobil. Il y aurait Merck, Pfizer, NGM, etc. parce qu'ils sont financés par l'industrie.